Maintenant, je vais vous présenter 10 autres exemples pratiques. Parce que là, c'était une petite expérience, ce n'est rien du tout. Par rapport à ce qu'on peut vraiment faire, ça c'est de la rigolade. Parce qu'on peut faire 10 fois plus que ça. Je vais vous présenter des exemples d'intelligence économique dans plusieurs secteurs d'activité. Parce que l'intelligence économique touche à tous les domaines. Je dis tous les domaines de la vie. L'intelligence économique intervient. Donc, on va parler de la religion et de l'aspect intelligence économique. On va parler des États, de l'aspect intelligence économique. On va parler des entreprises, de l'aspect intelligence économique aussi. Le premier exemple qu'on va prendre, c'est la religion catholique et les fêtes religieuses. Ce que je vais vous expliquer maintenant découle d'un livre que vous aurez aussi comme support à la fin de cette formation qui s'appelle « Histoire économique de l'Europe pré-industrielle ». C'est une histoire qui explique comment l'Europe fonctionnait lorsqu'il n'y avait pas encore le développement industriel. Sauf que c'est une histoire qui parle de l'économie de l'Europe lorsqu'il n'y avait pas encore les industries. Comment est-ce que l'Europe faisait pour gagner de l'argent et s'en sortir sur le plan économique quand la révolution industrielle ne s'était pas encore produite. Et dans ce livre, il y a un aspect qui parle de la religion, de la création des religions, de la naissance des religions et de l'aspect intelligence économique dans les religions. Je tiens à vous préciser que ce n'est pas un livre qu'on retrouve à la bibliothèque. Ça veut dire que quand vous êtes curieux, vous partez à la bibliothèque lire. C'est un livre qui est enseigné à l'école dans un pays comme l'Italie. C'est-à-dire qu'on enseigne ça à l'école aux enfants. Donc si eux, ils choisissent d'enseigner l'histoire-là à l'école, à leurs enfants, il faut que nous aussi on connaisse l'histoire-là. Il faut qu'on connaisse ça. Pourquoi ils enseignent ça à leurs enfants? Et c'est dans cette histoire que je vais vous raconter, juste un extrait, parce que vous allez lire tout le document qui est support de cette formation. Pendant le Moyen-Âge, qui est la période qui allait entre le 5e et le 15e siècle, il y a un empire qui gouvernait le monde qui s'appelait l'Empire romain. Et il procédait exactement comme les États-Unis font aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va de colonie en colonie, on conquiert les territoires, on tue des gens, on prend leurs terres, on continue de s'étendre, de s'étendre, de s'étendre et de s'étendre. Qui dit conquérir des territoires, dit qu'il faut des soldats, dit qu'il faut faire la guerre, dit qu'il faut tuer des gens, dit qu'il faut utiliser les ressources matérielles pour pouvoir continuer la guerre. Sauf que l'empereur Constantin, qui était l'empereur romain à ce moment, se rend compte que dans une de ses colonies, les dirigeants, pour prendre une décision, n'ont pas besoin de faire la guerre. Ça veut dire que le dirigeant se lève un matin et il dit, à partir de demain, tout le monde doit donner 500 pour qu'on construise le pont qui va relier telle ville à telle ville. Tout le monde donne 500. Personne ne se plaint. Il dit, à partir de demain, tout le monde doit se lever à 4 heures pour aller dans telle plantation, cultiver le maïs et rentrer à 18 heures. Tout le monde se lève le matin, va cultiver le maïs, rentre à 18 heures, personne ne se plaint. Mais il se demande mais comment quelqu'un fait pour avoir autant d'unanimité? Parce que nous, pour conquérir des territoires, on doit tuer des gens. On doit perdre des soldats. On doit dépenser des ressources financières, dépenser des ressources matérielles. Mais lui, il se lève un matin, il dit quelque chose, tout le monde fait, personne ne se plaint. Il faut qu'on l'espionne pour comprendre comment il fait ça. Parce que si on réussit à comprendre comment lui il fait ça, nous, on ne va plus dépenser autant pour conquérir des territoires. On va seulement venir dire aux gens, ok, le territoire, si ça nous appartient, et ils vont nous laisser. Et on ne va plus dépenser trop d'armes, trop de soldats qui meurent pour rien. Il envoie donc des gens faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure de façon similaire dans cette colonie qui était la colonie juive. Lorsque ces espions arrivent dans la colonie juive, ils se rendent compte que les Juifs pratiquent une religion. Cette religion, c'est la plus ancienne au monde, qui s'appelle le judaïsme. Dans leur religion, ils utilisent un livre saint qui s'appelle la Torah. Et ce livre saint, qui aurait été écrit par Dieu, ne doit être lu que par ce qu'on appelle des rabbins, qu'on peut considérer comme des prêtres.
Donc, ils ont leur religion qui s'appelle le judaïsme. Ils ont leur texte saint qui s'appelle la Torah, qui a été écrit par Dieu et qu'il faut respecter pour ne pas aller en enfer. Et les seules personnes qui ont le droit de lire ce livre, ce sont les rabbins, qui ont été formés pour le faire. Et lorsqu'ils continuent l'espionnage, ils se rendent compte qu'en fait, les rabbins lisent des choses qui ne sont pas dans le livre. Ça veut dire que quand les gens sont peut-être assis comme ça, ils prennent le livre. Ils disent que bon, Dieu a dit qu'il faut donner 500 pour construire le pont qui va relier la ville-ci et la ville-ci, parce qu'il faudra que son message prospère à jamais. Ceux qui ne vont pas respecter ce qui est dans le livre-ci, vous connaissez déjà, non? C'est l'enfer. Le marketing par la peur. Tout le monde donne 500. Personne ne veut aller en enfer après la mort. Demain matin, ou tous les lundis 6 novembre, ou tous les 6 novembre tout simplement, tout le monde doit se lever et aller dans les plantations de maïs. Cultiver le maïs qu'on va offrir en offrande au Seigneur. Tout le monde se lève à 4 heures. Il va cultiver le maïs parce que personne ne veut aller en enfer. Quand ces espions viennent donc lui faire le compte rendu, que gars, mon frère, ce que les gars là sont en train de faire là-bas est révolutionnaire. Parce qu'eux, ils ont leur religion. Eux, ils croient à un Dieu qui a écrit un livre. Et dans le livre là, toute la population doit appliquer ce qu'il y a dans le livre. Et il n'y a que eux qui ont le droit de lire le livre. La population ne lit pas. Et du coup, ils ajoutent ce qu'ils veulent dans le livre. C'est pour ça que la religion juive, c'est l'une des religions où il y a le plus de fêtes religieuses. Parce que les fêtes religieuses sont les opportunités économiques pour les industriels. Quand on dit que pendant la fête de Pâques, il y a le chocolat, il y a quelle relation entre le chocolat et Jésus? On dit que le jour de Noël, on mange le poulet, le Père Noël. Il y a quelle relation entre le Père Noël et la naissance du Sauveur? C'est les opportunités pour les industriels qui font dans le chocolat, qui font dans l'industrie des animaux comme avicole dans l'aviculture. C'est les opportunités pour les industriels qui vont produire comment je vais dire ça, des poupées, ou alors de tous ces éléments qu'on utilise pendant la fête. Pendant que vous êtes en train de fêter, il y a des gens qui sont en train de s'enrichir grâce à votre fête. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fêtes religieuses chez eux. Constantin dit donc qu'on va répliquer ça, nous on va aussi copier ça. On va créer pour nous. C'est comme ça qu'il décide de créer la religion catholique, qui est la deuxième religion sur le plan chronologique après le judaïsme. Mais lui, il veut faire qu'il n'y a plus de judaïsme. Il veut effacer le judaïsme pour que la seule religion qui règne sur toute la planète soit seulement le catholicisme. Et pour ça, il décide donc de procéder par des manœuvres de manipulation. La première manœuvre de manipulation, c'est de prendre la Torah, qui est le livre saint des Juifs, et d'appeler ça Ancien Testament. La Torah et l'Ancien Testament, c'est presque une copie conforme. Quand on dit qu'un testament est ancien, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il ne faut plus l'utiliser. Ça signifie qu'il est désuet et qu'il faut utiliser le nouveau. Pour créer maintenant le Nouveau Testament, il s'inspire d'un autre livre que vous aurez aussi comme support de cette formation, qui s'appelle le Livre des Morts. Le Livre des Morts, c'est un livre qui explique la spiritualité égyptienne. Parce que les Égyptiens, c'était un peuple polythéiste, qui croyaient en plusieurs dieux. Le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu de l'eau, le dieu de machin, le dieu du mal, etc. Et il y a donc maintenant une histoire qui s'est produite dans la spiritualité égyptienne qu'on a copiée et on a collée dans le Nouveau Testament. C'est l'histoire de la naissance de Jésus et des rois mages. C'est une copie conforme, c'est même un plagiat de ce qui s'est produit en Égypte. Vous allez le lire dans le Livre des Morts qui date de plus de 1000 ans avant la Bible. Il s'inspire donc de cette histoire pour créer l'histoire de la naissance de Jésus, des rois mages, de Marie, etc. Ensuite, il prend des écrivains, Matthieu, Marc, Jean, pour leur dire, il faut que vous puissiez me créer une histoire qui rend désuet la Torah et le judaïsme. Et là, il procède par une autre manœuvre de manipulation.
La première manipulation qui est la plus pertinente, c'est de dire que les Juifs ont tué Dieu. Parce que dans la religion catholique, on parle de la Sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font un. C'est ça qu'on dit 1 plus 1 plus 1 égale à 1 ou 3 égale à 1. Ça veut dire que Jésus c'est Dieu, le Saint-Esprit c'est Dieu. Sauf que qui a tué Jésus? Qui tue Jésus dans la Bible? Les Juifs. Ce sont les Juifs qui tuent Jésus. C'est pour ça qu'on appelle les Juifs le peuple déicide, le peuple qui a tué Dieu. Si un peuple vient tuer Dieu, ça veut dire qu'ils n'ont plus de légitimité. Ça veut dire que ce n'est pas eux qu'on doit suivre. Et qu'on doit suivre ceux qui sont venus sauver l'humanité de ceux qui ont tué Dieu. Deuxième manœuvre de manipulation, il crée un livre qui s'appelle la Bible, dans lequel il y a les deux testaments à l'intérieur du même livre. Et le livre commence par l'Ancien. Pour que quand vous lisiez l'Ancien et vous lisez le Nouveau, vous vous rendez compte que mais ceux qui faisaient l'Ancien, c'était des barbares. Œil pour œil, dent pour dent. À ce moment, Dieu venait détruire les villages, brûler les gens, il tuait les gens. Et maintenant, il est bon. Il pardonne 999 fois. Il est question de gifle sur la joue gauche, tu tends la joue droite ouvertement. Comme pour dire que celui qui est venu après, qui est dans le nouveau, il est plus bon que l'ancien, que les autres utilisaient, qui était la Torah. Autre manœuvre de manipulation, ils recrutent des personnes qui vont faire le même travail que les rabbins, les prêtres. Et ils sont les seuls qui ont le droit de lire à ce livre. Personne d'autre ne le lit. Ce qui fait qu'il n'y a que les prêtres qui lisent la Bible. Et qui font la même chose que les rabbins, donc ils lisent des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et troisième manœuvre magnifique, c'est le fait d'imposer à tous les scientifiques de devenir religieux pour suivre leurs études. C'est obligatoire. Si vous êtes scientifique, vous voulez poursuivre vos études, vous devez d'abord être prêtre. Et comme dans l'histoire, il y a toujours des rebelles, il y a donc des gens qui décident de se rebeller. La première personne qui décide de se rebeller s'appelle Giordano Bruno. Tout ce que j'explique se passe en Italie. C'est pour ça que c'est le premier pays d'Europe où ça enseigné à l'école. Giordano Bruno, c'est un astrophysicien. Lui, il regarde dans l'espace. Et un jour, il dit, il est prêtre aussi en même temps, puisqu'il est obligé d'être prêtre. Mais lui, il décide de se rebeller. Il dit que Marie n'était pas vierge. Qu'il faut arrêter de raconter des balivernes. Que Marie était mariée avec Joseph. Quitte à nous faire croire que Joseph était impuissant et que pendant toutes ces années, il n'a pas consommé. Et qu'il n'y a que l'ange qui a compris que c'est Marie qui est fertile. Deuxième chose qu'il dit, c'est que le ciel n'existe pas. Parce que dans la Bible, jusqu'à ce jour, on se dit qu'il y a le ciel et que Dieu est en haut. Et que Dieu nous regarde sur la terre. Il dit non, le ciel, ça n'existe pas. Puisque nous sommes dans une planète et il y a d'autres planètes où il y a même des gens qui habitent dans les autres planètes là. Vous êtes des cons. Regardez dans l'espace, nous on n'est qu'une petite entité parmi d'autres entités qui existent. Pour qu'ils servent d'exemple aux autres, on a réuni toute la population et tous les scientifiques et on l'a brûlé sur un feu de bois. Pour que personne ne continue de perpétuer ce qu'il est en train de vouloir dire et faire là. Pendant qu'on veut le brûler, on lui demande, est-ce que tu renonces à ce que tu as dit ou tu persistes? Il dit que je persiste pour que la science évolue. Dieu n'existe pas. On le brûle donc. Pendant qu'on est en train de le brûler, il y a un autre scientifique qui regarde la scène qui s'appelle Galilée, qui décide en toute intimité de poursuivre les travaux de Giordano Bruno. Quand il poursuit les travaux de Giordano Bruno, parce que lui il se posait la question, pourquoi parfois c'est la nuit, parfois c'est le jour? Qu'est-ce qui explique que parfois tout est noir et parfois c'est la pleine lune, c'est la journée en fait? Il se rend compte qu'en fait, il y a un astre qui est dans l'espace qui émet de la lumière. Et c'est notre position vis-à-vis de cet astre-là qui fait en sorte que parfois c'est le jour et parfois c'est la nuit. Et la seule chose qui puisse expliquer ça, c'est que nous sommes en train de rôter autour de l'astre-là. Et c'est la position de rotation qui fait en sorte que parfois notre position fait en sorte qu'on ait la lumière en face et parfois la lumière nous est opposée.
Donc la terre est en train de tourner autour d'un astre qui émet de la lumière. On lui dit, mon ami, fais attention. Parce que dire que la terre tourne autour du soleil, c'est une manière de dire que le soleil est plus important que la terre. En plus, le soleil émet de la lumière. Ça pourrait faire croire aux gens qu'il y a d'autres dieux plus importants que le Dieu qui est sur la terre qu'on leur demande de prier. Troisième scientifique qui décide de se rebeller, il s'appelle Dante. Lui, c'est un écrivain. Puisqu'il faut absolument toujours être religieux avant d'être scientifique, même les écrivains doivent écrire sur la religion, les peintres doivent peindre Jésus avec l'enfant, c'était obligatoire. Il décide donc de faire une ironie, un livre pour se moquer de la religion, mais subtilement. Il appelle son livre le livre de Dante. Et lorsqu'il rédige son livre, puisque dans la Bible on dit que quand tu meurs, soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Il dit dans son livre qu'il est mort, mais il a vu 3 voies. Il y avait l'enfer, il y avait le paradis, il y avait une 3e voie qu'il appelle le purgatoire. Juste après son livre, l'Église décide de récupérer son histoire et de dire qu'effectivement, Dante a raison. Quand vous mourrez, vous ne partez pas directement en enfer ou au paradis. Vous partez d'abord au purgatoire. Et vous pouvez faire même 1000 ans au purgatoire. Si vous souhaitez ne même pas faire 10 secondes au purgatoire en mourant, ce que vous devez faire avant de mourir, c'est de donner tous vos biens à l'Église. Ce qui fait que chaque fois que les gens sentaient qu'ils devaient mourir, parfois même avant de mourir, ils signaient des documents pour dire que quand je vais mourir, donnez tous mes biens à l'Église. C'est ça qui a permis de construire toutes les cathédrales que vous connaissez. Puisque les prêtres étaient les seuls à lire la Bible, dont les autres ne pouvaient pas savoir que ce qu'ils sont en train de lire là, ce n'est pas écrit. Un autre rebelle s'appelle Léonard de Vinci. Lui, c'est lui qui a conçu les premiers manuels d'anatomie. Parce que lui, il veut comprendre comment l'être humain fonctionne. Et pour ça, toutes les nuits, tous les soirs, pendant que les gens sont en train de dormir, il vole les cadavres. Il dissèque les cadavres. Il essaie de voir le foie, ça fonctionne comment, le cœur fonctionne comment. Et comme il était un très grand dessinateur, tout ce qu'il voit, il dessine. Il voit le cœur, il dessine. Il voit les os, il dessine. Il voit le fémur, il dessine. C'est comme ça qu'il a conçu les premiers manuels d'anatomie. Et quand il finit de concevoir, donc, de faire ses recherches sur les morts, il finit par dire que, mais en fait, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, il ne devait pas créer un être qui est une machine. Il devait nous fabriquer peut-être en bois et nous on vit en bois. Parce que l'être humain, c'est une machine. C'est un assemblage de mécanismes des atomes qui se mettent ensemble et qui forment plus tard cette machine que nous sommes. Et c'est ça qui a été à l'objet du prix Nobel de physique en 2013, qu'on appelle le boson de Higgs. Parce que Higgs, c'était un chercheur anglais qui avait décidé de démontrer d'où nous venons. Et il a donc commencé à mener des études, mais il n'a pas pu mener ses études jusqu'au bout. Les physiciens de l'Union européenne ont donc décidé de poursuivre ces études et ils ont donc découvert, grâce à un tunnel qu'ils ont creusé, dans lequel ils faisaient passer des atomes. Et ils faisaient en sorte que les atomes entrent en collision. Et quand les atomes entraient en collision, ça a permis de créer de la matière vivante. C'est ça qui était l'objet du prix Nobel de physique 2013, le boson de Higgs. Pour ceux qui sont curieux, vous allez aller lire cette étude-là. Il y a un élément maintenant qui se produit. Parce que, puisque les gens meurent et donnent tout leur bien à l'église, c'est de là que naît le célibat des prêtres. Parce que les prêtres se mariaient avant, les prêtres de l'église catholique. Ils arrêtent de se marier à cause de cet élément pour 2 raisons. La première raison, c'est que, si par exemple, il y a une église ici au Carrefour Isakam, ça veut dire qu'il y a un prêtre qui est responsable de cette église. Et que nous sommes les fidèles de cette église. Nous, on a nos enfants, on a nos familles. Moi, par exemple, quand je meurs, tous mes biens partent où? À l'église. Le prêtre qui est à l'église, il est marié, il a des enfants. Donc mes biens appartiennent maintenant au prêtre et ses enfants. Et mes enfants deviennent pauvres. Et ça créait énormément de troubles sociaux. Parce que les gens ne comprenaient pas comment mon père, qui avait beaucoup d'argent, il est mort. Tous les biens sont partis à l'église. Les enfants du prêtre, qui sont les amis de mes enfants, bénéficient des biens de mon père alors que nous, on est devenus pauvres. La deuxième raison, c'est que il y a eu une éclosion.
de maladies sexuellement transmissibles et d'homosexualité dans la communauté des prêtres en Europe. Il y a un père qui l'a écrit, qui s'appelle l'abbé Abédard, qui était un prêtre, qui a écrit tout un livre pour dénoncer cela. Et le pape, donc, au vu de tout ça, a décidé de dire, ok, puisque ça pose problème, le fait que les prêtres se marient et que ça crée énormément de troubles, je décide de faire en sorte que les prêtres ne se marient plus. Là, ça va résoudre le problème. Les prêtres en Asie décident de dire non. Les prêtres catholiques en Asie, ça ne s'est pas produit chez nous ici. Donc si vous dites que nous on ne se marie plus, nous on va quitter de votre église, on va vous laisser avec. Le pape dit non, ça ne vous concerne pas. Ce qui fait que jusqu'à ce jour, en Asie, les prêtres catholiques se marient parce qu'ils avaient refusé ça. Il y a rien qui montre que 62% des prêtres ont des familles en cachette. 62%. Un Africain qui ne se marie pas. Il veut régner la génétique. Il veut aller contre la génétique. Il y a un documentaire qu'on a fait ici au Cameroun. Bon, une partie a été menée au Cameroun. Ça a été publié sur France 2. Ça parlait de la pédophilie dans l'église catholique. Ils sont allés à Berthois. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire, qui est sur YouTube. Et il y a donc des prêtres de la communauté Saint-Jean. C'est une communauté de prêtres français qu'on a chassés de Berthois carrément. Parce qu'on les accusait de pédophilie et de viol sur plusieurs enfants qui ont témoigné. Ils témoignent dans la vidéo. Et lorsqu'on va dans le tribunal, on est d'un pays unique au monde. Ce pays-ci, ce qui est bien avec le pays ici, c'est qu'il faut être là. Je ne sais pas ce que les gens vont faire en Libye ou faire le pays ici. Il n'y a pas un pays au monde comme le pays ici. Quand ils vont donc porter plainte, les familles vont porter plainte au tribunal, on leur dit que les prêtres ne sont pas justiciables. On dit que la justice ne peut pas juger un prêtre. Ce qui fait que dans le documentaire, ils expliquaient donc comment ces prêtres font. Parce que quand on accuse peut-être un père de pédophilie comme ça, on l'envoie peut-être au Gabon. Là-bas, qu'on l'accuse aussi, on l'envoie peut-être en Chine ou en France. C'est qu'on ne les juge jamais. Ce qui fait qu'ils ont sorti toute une carte des prêtres catholiques qui ont été accusés de pédophilie et qu'on transférait constamment dans d'autres pays. Et moi, ça me faisait rigoler. Ça me faisait rigoler parce que ça ne représente même pas 0,5% de la réalité. Parce que moi, j'ai fait l'église catholique pendant pratiquement 22 ans. J'ai fait presque tous les mouvements. Parce que j'ai été servant de messe, j'ai été copement, j'ai même failli être prêtre. Parce que quand j'ai eu le concours, j'ai fait le concours du séminaire, j'allais devenir prêtre. C'est que bon, après, dans le livre Un médecin atypique, vous allez lire toute cette histoire-là. Et j'ai fait la chorale. Il n'y a pas un mouvement à l'église catholique que je ne connais pas, de toutes les manières. Et moi, je connais beaucoup de personnes qui ont été violées par des prêtres. Moi, si j'arrête de faire la chorale, c'est parce que notre maître de chorale courtisait tous les garçons de la chorale, pratiquement. J'ai carrément un de mes voisins de chambre à Baganté qui l'a bastonné une nuit. Parce qu'il est arrivé un soir, aux environs de 23 h, il compte chez lui en disant que ouais, j'ai perdu la clé de ma chambre. Pardon, si tu peux m'héberger cette nuit et puis le matin je vais partir. Il entre, le gars il dit bon, il n'y a pas de problème, entre alors. Ils entrent, lui il était en train d'étudier, le gars se couche, il dort. Et quelques temps après, quand il finit d'étudier, il va se coucher. La nuit, le gars commence à le caresser. Bon, à un moment, il se dit que non, il est dans un rêve. Il veut voir jusqu'où ça va aller. Le gars veut mettre sa main entre ses jambes. Le gars là, il a fait sa fête. Donc c'est pour dire que, quand je voyais le documentaire, moi je souriais parce qu'en fait, ça ne représentait rien. C'est pire que ça. Il y a maintenant un élément qui se produit, c'est la révolution industrielle. À partir du 15e siècle. Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent plus l'essence de la tontine que j'ai décidé de créer une tontine afin de pouvoir vous offrir l'opportunité de pouvoir y participer. Cette tontine est dans un groupe que j'ai créé qui s'appelle le Claudel Numbissier Business Group. C'est un groupe que j'ai créé dans lequel nous parlons opportunités d'affaires, nous parlons business, nous faisons des retours sur expérience. Chaque jour dans le groupe, je fais une chronique business où je parle d'un secteur d'activité, où je parle d'une astuce qui vous permet de pouvoir mieux gérer vos activités si vous êtes un entrepreneur, mieux gérer vos études si vous êtes un élève ou un étudiant, ou alors tout simplement mieux gérer votre argent si vous êtes un fonctionnaire ou un employé. Et dans ce groupe, nous faisons donc une tontine structurelle qui va commencer au mois de janvier 2022. Actuellement, dans le groupe, nous avons déjà 80 membres. Et en janvier 2022, nous allons commencer avec la tontine structurelle. Donc aujourd'hui, je vous offre l'opportunité de pouvoir participer
à ce groupe, le Claudel Numbissier Business Group. Donc, si vous souhaitez participer au Claudel Numbissier Business Group dans lequel nous allons faire dans une tontine structurelle, dont vous allez avoir beaucoup plus de détails dans le groupe parce qu'il y a certaines informations qui sont confidentielles que je ne peux pas donner dans ce direct, vous écrivez en commentaire « Je souhaite participer au Claudel Numbissier Business Group » ou alors « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group ». Le Claudel Numbissier Business Group, c'est un groupe dont l'accès coûte 10 000 francs par mois ou 25 € par mois pour ceux qui ne résident pas au Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois afin d'accéder au groupe. Et pour pouvoir bénéficier de la tontine immobilière, vous devez payer minimum 12 mois afin de pouvoir y participer. Donc, écrivez en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et nous allons vous contacter afin de vous donner toutes les informations qui vont vous permettre de rejoindre le groupe. Donc, dans le groupe, nous avons une chronique vidéo chaque jour que je fais entre lundi et vendredi, dans laquelle je parle d'une opportunité où je présente un business qui peut aider des élèves, des étudiants, des entrepreneurs, des hommes d'affaires ou alors tout simplement des employés ou des fonctionnaires. Ça, c'est de lundi à vendredi. Donc, de lundi à vendredi, le groupe, il est fermé. On ne parle pas. Ce n'est pas un groupe dans lequel vous allez venir voir 2000 messages, 5000 messages. Les gens qui envoient les prières, les gens qui envoient des actualités, les gens qui disent « aidez-moi », les gens qui disent « non, non, non ». C'est un groupe où on ne parle pas de lundi à vendredi. De lundi à vendredi, il y a une chronique business. Vous regardez la chronique, vous prenez des notes uniquement. Il n'y a pas de bavardage. Ce n'est pas un groupe où on vient saturer le cerveau avec des conneries. Alors, donc de lundi à vendredi, il y a une chronique business. Et puis le samedi et le dimanche, c'est le networking. Et ce sont des échanges sociaux. Ça veut dire qu'il y a la base de données de tous les membres du groupe. Base de données dans laquelle on a les noms, on a les numéros de téléphone, on a les villes, on a les pays, on a les professions, on a l'expérience de chacun, on a le secteur d'activité dans lequel chacun est et surtout, on a toutes les informations qui permettent de faire le networking entre les membres. Et on fait la mise à jour de la base de données dans le groupe chaque jour. Ça permet donc aux membres de pouvoir entrer en contact avec les autres membres et de pouvoir donc faire ce networking, même si vous n'êtes pas présent physiquement dans la même ville. Aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire. Ça veut dire que même si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez rejoindre le groupe. Même si vous êtes en Chine, vous pouvez rejoindre le groupe. Même si vous êtes au Japon, vous pouvez rejoindre le Claudel Numbissier Business Group. Qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous retrouvez, vous pouvez rejoindre le Claudel Numbissier Business Group et bénéficier donc des chroniques chaque jour, des opportunités de business, du networking, du partage d'expériences et surtout de la tontine structurelle que nous allons commencer en janvier 2022. Donc, comme je le disais actuellement, nous sommes déjà 80 personnes dans le groupe. Nous avons lancé le groupe, ça fait 3 semaines, 7 semaines. Donc, c'est déjà merci à toutes les personnes qui ont décidé de rejoindre le groupe parce que c'est quand même impressionnant qu'en si peu de temps, nous avons déjà 80 personnes. Et surtout, pour pouvoir bénéficier de la tontine structurelle, vous devez payer minimum 12 mois. Parce qu'on ne veut pas avoir quelqu'un qui va payer 3 mois. Et puis, quand on va lancer un projet sur 12 mois, il va se débiner juste avant. Et vous voyez que l'un des critères pour accéder au groupe, c'est de pouvoir payer. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un groupe gratuit? C'est parce qu'il faudrait que vous soyez capable de payer. Et quand vous allez payer maintenant en interne, on va analyser si vous avez des capacités de pouvoir faire la tontine. Et là, on va analyser votre business. Vous devez parler de ce que vous faites. Et on va faire des enquêtes sur ce que vous faites. On va analyser ce que vous faites. Parce que vous ne devez pas aller vous mettre quelque part, prendre l'argent n'importe où parce que vous voulez intégrer le groupe. Vous allez intégrer le groupe, mais au fur et à mesure, on va se rendre compte que vous n'avez pas une activité qui vous génère des revenus. Et là, vous allez être exclu du groupe. Donc, vous pouvez être un salarié. Ça veut dire que vous avez une activité qui vous génère des revenus, c'est-à-dire votre emploi qui vous génère un salaire à la fin du mois. Oui, là, vous pouvez intégrer le groupe. Si vous êtes un étudiant, vous devez avoir une activité que vous faites en étant étudiant. Comme Valère aime souvent le dire, un pied à l'école et un pied dans le business. Vous devez avoir un pied dans le business, même si vous êtes élève ou étudiant, pour pouvoir cotiser ou pour pouvoir intégrer le groupe au moins. Vous n'allez pas venir juste prendre l'argent que votre père vous donne pour intégrer le groupe. Ça veut dire que ce n'est pas un groupe qui est fait pour vous. Vous pouvez être un entrepreneur, vous avez une activité qui vous génère des revenus et puis la marge que vous avez, ça vous permet d'accéder au groupe ou alors de pouvoir contribuer et de cotiser pour bénéficier de la tontine structurelle que nous allons mettre sur pied en janvier. Donc, pour rejoindre le Claudel Numbissier Business Group, comme je l'ai dit, l'accès c'est 10 000 francs par mois pour ceux qui résident au Cameroun, 25 € par mois pour ceux qui sont en dehors du Cameroun. Le minimum pour intégrer le groupe, c'est de payer 3 mois. Et pour pouvoir bénéficier de la tontine immobilière, vous devez payer minimum 12 mois afin de pouvoir être éligible pour la tontine immobilière. Bien évidemment, vous devez avoir une activité génératrice de revenus si vous souhaitez bénéficier de la tontine immobilière.
Mais que vous ayez une activité génératrice de revenus ou pas, vous pouvez rejoindre le groupe et juste suivre les chroniques, bénéficier du networking, bénéficier des opportunités d'affaires et bénéficier de l'expérience des autres membres du groupe. Qu'importe votre statut social, que vous soyez un élève, un étudiant, un employé, un chef d'entreprise, un entrepreneur, un businessman, vous pouvez rejoindre le groupe pour ces autres avantages. Mais pour la tontine structurelle, il faut absolument payer 12 mois minimum et surtout avoir une activité génératrice de revenus. Donc, dans le groupe, vous allez avoir beaucoup d'autres informations. Comme la formation sur la tontine, elle est gratuite pour toutes les personnes qui sont dans le groupe. Quand vous allez intégrer le groupe, vous allez avoir cette formation qui fait plus de 2 heures de temps, dans laquelle je parle en détail des différentes formes de tontine, avec une chronique spéciale sur la tontine structurelle que nous allons faire dans le groupe. Donc, si vous souhaitez rejoindre le Claudel Ndoumbissié Business Group, une seule chose à faire, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Ndoumbissié Business Group » et nous allons vous contacter pour vous donner les informations. Vous pouvez aussi nous contacter en inbox et je vais vous répondre afin de pouvoir vous donner les contacts ou alors le lien que vous devez remplir afin que nous puissions entrer en contact avec vous. Ou alors tout simplement, vous pouvez vous rendre dans l'un de nos locales à Yaoundé par exemple, à Carrefour Isaac Camo, siège de la Startup Academy, ici à NRC qui est situé à la nouvelle route Bastos. En face de Bethesda, vous allez voir le grand totem NRC au 3e étage. Vous pouvez vous rendre au siège de la Startup Academy à Douala, qui est situé à Ancien Number One. Vous pouvez vous rendre au siège de la Startup Academy à Tchan. Vous pouvez vous rendre au siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Du moins, si vous pouvez être là physiquement dans nos différents sièges, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, vous écrivez juste en commentaire, vous écrivez en inbox ou alors vous laissez vos coordonnées et nous allons vous contacter et vous permettre d'accéder au Claudel Ndoumbissié Business Group. J'espère que ce direct vous a permis d'avoir des informations un peu plus précises sur ce que c'est que la tontine et que désormais vous allez améliorer votre manière de faire la tontine ou alors nous rejoindre afin qu'ensemble nous puissions mettre sur pied une tontine structurelle qui va contribuer à mettre sur pied des projets qui vont contribuer au développement de notre quartier, le Cameroun et plus globalement de notre pays, l'Afrique. Donc je vous souhaite de passer un très bon lundi. On se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Pour un autre direct, c'est une autre thématique tout autant intéressante et enrichissante. Portez-vous bien. NRC, le monde à notre porte.